L'histoire commence par une créature avec beaucoup de plumes, un bec et deux ailes, qui ouvre la bouche et tire sa longue langue, tandis que des hiéroglyphes sont visibles à l'avant. Il y a une atmosphère lugubre tout autour, avec de nombreuses montagnes qui dominent la région. Il y a une sorte de bruit sourd qui fait que tous les oiseaux s'envolent dans des directions différentes à cause de l'effroi qui les saisit. La créature ailée semble être gravement blessée, car une large flaque de sang s'étend autour d'elle. Elle bat furieusement des ailes, car elle a vu un danger sous la forme d'une silhouette en face d'elle. Un homme apparaît dans son champ de vision, et il regarde la créature devant lui d'un regard froid, attristé que le monstre n'ait pas été à la hauteur de ses attentes. La main de l'homme se tend quelque part vers l'avant, il gère le pentagramme violet qui se dessine devant lui, ajoutant avec assurance qu'il souhaite un animal de compagnie plus fort, beaucoup plus fort pour lui-même. L'homme semble s'apprêter à faire ce qui est prévu, mais un homme vêtu d'une cape noire apparaît derrière lui, s'incline et annonce que le jeune monsieur Chu a été amené au palais des cauchemars. Cela semble être un événement très important pour monsieur Xia, qui, distrait, quitte finalement cette scène de combat avec ce monstre, proclamant qu'il avait presque complètement oublié son arrivée. L'homme, en se détournant, quitte l'endroit avec l'homme qui était venu, laissant son animal de compagnie actuel et infructueux, qui, selon lui, a déjà quitté ce monde le bec ouvert. Sur le chemin apparaît un immense palais de pierre et de cauchemars, qui accueille sans hospitalité apparente les nouveaux invités, intimidant l'atmosphère qui se dégage de cet espace. Si vous observez ce palais des cauchemars de l'intérieur, les choses n'ont pas l'air si terrifiantes. Des portes en bois vous invitent à entrer dans une nouvelle pièce, derrière laquelle on entend divers sons. La main bandée de quelqu'un est lourdement attachée au mur, l'empêchant de se déplacer dans l'autre sens, la paume serrée en un point, semblant essayer d'évacuer la douleur du coup de cette façon. Mais, à sa grande surprise, le regard de l'homme n'exprime pas une once de douleur ou d'apitoiement, seulement une sorte de vide et de froideur, même après les coups qu'il a reçus sur lui-même. On s'adresse à lui en l'appelant Cher Shumu, tout en le frappant à nouveau d'un coup violent, mais pas sur les bras, mais sur une jambe, ce qui l'oblige à supporter cette douleur désagréable. Les coups semblent voler impitoyablement sur tout son corps et sur diverses parties de sa peau. Cette fois-ci, il frappe sa joue, laissant une marque visible sur son visage, tandis qu'il retient un gémissement de douleur. Devant l'homme se trouve une fille qui lui assène un nouveau coup de fouet douloureux et cinglant, tout en proclamant haut et fort que s'il ose s'enfuir à nouveau, la fille semble bouillir de colère devant le comportement du type enchaîné au mur, et elle frappe plus fort qu'avant, disant que la prochaine fois, elle le battra jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'homme semble épuisé par sa force, car les coups sont si nombreux qu'il y a une certaine lueur de haine dans ses yeux face à ce que la fille lui fait maintenant subir. Le type, dont les vêtements commencent peu à peu à porter des traces de sang provenant des plaies suintantes, baisse la tête et la fille est distraite par une voix forte qui annonce que M. Xia est arrivé au palais. La jeune fille, remarquant M. Xia, s'approche immédiatement de lui, presse la main sur son cœur et raconte qu'un garçon de la famille Xia a tenté de s'enfuir et qu'elle a décidé de prendre la liberté de le fouetter. Ce même garçon n'avait pas dit un mot de travers pendant toute la séance de flagellation, endurant tous les coups et les sévices, regardant M. Xia en face de lui avec une sorte de haine dans le regard. Il ne semble pas s'attendre au prochain geste de M. Xia. Un mouvement brusque de sa main saisit sa tête, la serre et lui dit qu'il ne sert à rien de s'échapper d'ici. L'homme aux cheveux blancs continue de tenir la tête de l'autre homme avec une forte poigne, continuant à dire qu'il se fiche de la famille qu'il était dans le passé, mais qu'il a blessé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. M. Xia déplace sa forte poigne sur ses cheveux qui se pressent à la racine, déclarant que le palais a pris sur lui de le tuer et ne le laissera pas vivre sous le regard haineux du type. L'homme poursuit en disant qu'à peine a-t-il commencé que quelqu'un réussit à le devancer, lui ôtant complètement le plaisir de la vengeance, tandis qu'une épée tranchante aux mauvaises intentions apparaît au niveau du cou de la jeune fille. La jeune fille n'a pas le temps de se rendre compte de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouve, qu'elle est choquée par M. Xia, qui la décapite soudainement. M. Xia, qui n'a pas réagi à l'effondrement du corps de la jeune fille derrière lui, se tient toujours aux côtés du garçon enchaîné avec la même fermeté, affirmant que chaque vie a un prix. L'homme tient soigneusement la boîte noire avec le ruban rouge dans ses mains, poursuivant que la famille Yang a abandonné le trésor de son clan juste pour massacrer le garçon, et que sa vie est donc précieuse. L'homme révèle sa biographie. Il appartient à la famille Shu de Luoshen, et parce qu'il a signé à la hâte un contrat avec un animal spirituel, ce dernier l'a trahi et s'est simplement enfui, l'abandonnant honteusement. Le garçon, comprenant qu'il avait échoué dans cette affaire, parce que son animal de compagnie avait trahi son maître, tomba à terre et resta figé dans cette position pendant un long moment, devenant le sujet de plaisanteries de Lokeng. L'homme continue d'insister sur les graves blessures du garçon de 15 ans, affirmant qu'il aurait pu se cacher derrière le dos de son père et de son frère pour battre un daim, au lieu d'être le descendant d'une famille noble.
Il continue d'humilier le garçon de toutes les manières possibles, affirmant qu'il a perdu le patronage de ses aînés, ce à quoi l'autre s'exclame avec colère que s'il veut le battre, qu'il le fasse. Le regard de l'homme change visiblement. Il a obtenu une sorte de réaction de la part de ce garçon, qui n'a pas dit un seul mot pendant tout ce temps. Alors il déclare froidement qu'il le remettra sur le droit chemin. Mais plus tard, l'homme poursuit ses réflexions, mais il ne comprend pas pourquoi l'homme a osé signer le contrat. Mais bien que l'homme soit stupide, il est assez courageux, disant qu'il aime torturer de tels imbéciles. L'homme, entendant la question intéressée du garçon, n'hésite pas et ouvre une boîte noire d'où s'échappe une magie de couleur pourpre qui représente la valeur de la vie de Chumu. La magie la plus puissante inonde cette pièce d'une grande boule de fumée violette, montrant toute la puissance et la force, et l'homme déclare qu'il est un maître des animaux de compagnie spirituelle. Le garçon ne semble pas s'être attendu à ce que cet homme en particulier soit appelé un maître, dit-il avec surprise, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait devant ses yeux. Un pouvoir énorme se répand à toute vitesse. Le maître contrôle les esprits familiers et fait tout ce qu'il veut avec eux, mais il y a aussi un cauchemar qui est une créature spéciale qui se bat pour les humains. Cependant, ce cauchemar a le pouvoir effrayant de dévorer son propriétaire, et si la force ou l'âme du maître est plus faible, l'esprit le dévorera, se dirigeant rapidement vers Chumun. L'homme continue à dire que pour grandir, le cauchemar a besoin de dévorer l'âme de centaines de personnes comme nourriture, et maintenant que le cauchemar est parmi les démons, il a besoin de 1000 âmes de personnes comme nourriture. L'homme finit par dire que ce garçon devrait être fier, car son faible esprit deviendra la nourriture d'un animal de compagnie aussi majestueux, ce qui crispe le garçon et le fait craindre. L'esprit maléfique ne perd pas de temps, car il a besoin d'une nourriture aussi appétissante devant lui. Il commence à enrouler ses bras autour du cou du garçon et à tourner autour de son corps enchaîné, qui ne résiste pas. Monsieur Xia observe attentivement ce qui est sur le point de se produire, en pensant que le processus contractuel sera douloureux et long et que tout le monde ne le supportera pas. Après tout, beaucoup de gens meurent simplement sur place à cause du manque d'air ou d'un cœur faible. Chumun sent des larmes sur ses joues. Il sait déjà ce qui est sur le point de lui arriver. Le cauchemar blanc semble se familiariser avec sa nourriture, avec laquelle il devra passer des contrats à l'extérieur, puis il commence à pénétrer lentement dans la bouche du garçon. Chumun ne semble pas s'attendre à une traction aussi forte. Un grand flot remplit son corps de sa fumée lourde, ne lui permettant pas de respirer alors qu'il tient à peine sur ses dernières forces. La bouche du garçon bave de façon incontrôlée, il est comme une marionnette impuissante et ne peut pas bouger. L'animal a presque complètement pénétré son corps affaibli. Monsieur Xia, dès qu'il s'aperçoit que le cauchemar blanc a complètement disparu de l'espace qui l'entoure, clame haut et fort la conclusion du contrat spirituel, en tendant la main avec sa magie. Le garçon sent qu'il commence à être tourmenté de l'intérieur sans pitié après cette phrase prononcée. Il hurle mentalement de douleur, ne comprenant pas pourquoi il doit endurer cela. Il pense et crie qu'il ne veut pas mourir si honteusement. Après tout, est-il digne d'une telle fin? La bouche du garçon est ouverte, de la salive mélangée à du sang en coule. Chumun est épuisé. Les bras du garçon semblaient vraiment s'être affaiblis après une telle pression sur son côté, car avant cette torture, il y avait aussi eu une flagellation impitoyable qui avait fait perdre toute la force du corps du jeune homme. Le corps du garçon s'affaiblit enfin. Il n'est plus retenu que par les liens des bras. La tête de Chumun s'affaisse, cachant son visage, figé dans l'horreur du supplice qu'il a reçu. Une fumée violette et sombre commence à sortir progressivement du corps du garçon, qui n'est plus le même qu'avant le contrat, et quelques personnes apparaissent à proximité, observant la scène depuis la ligne de touche. L'une de ces personnes s'est approchée du corps décharné du garçon, lui a soulevé la tête et a ouvert ses yeux fermés, disant à haute voix que les pupilles de Chumun étaient dilatées comme elles l'étaient pendant la douleur. Après une brève inspection de l'état de santé du garçon, la jeune fille porte la main à sa poitrine, révélant à Monsieur Xia que les battements de cœur de Chumun ne sont plus perceptibles, son corps étant épuisé. Tirant les conclusions de l'examen effectué, la jeune fille poursuit en affirmant que le garçon a échoué au test, ce à quoi le Seigneur répond que le cauchemar blanc se débarrassera lui-même de son corps. Monsieur Xia semble vraiment attristé que le garçon n'ait pas pu montrer toutes ses compétences de survie. Après tout, il pensait que Chu Munyu serait capable de surprendre le Seigneur avec son endurance. Le corps essoufflé du garçon est allongé sur le sol froid, il a été laissé comme un véritable déchet inutile au milieu de la pièce, ne lui donnant aucune chance de vivre une vie heureuse, mais c'est injuste. Monsieur Xia, réalisant que tous ses espoirs s'étaient évanouis instantanément une fois que Chumun avait échoué à cette épreuve, entendit une toux de son côté. Le garçon avait-il vraiment réussi à s'en sortir? L'homme aux cheveux blancs s'apprête à quitter la pièce, mettant enfin fin aux agissements du garçon, mais il se retourne brusquement dans sa direction, regardant Chumun reprendre ses esprits. Il semble que non seulement Monsieur Xia soit surpris par une image aussi révélée,
mais aussi par les gardiens, qui s'exclament bruyamment qu'il a pu survivre, tandis qu'il siffle qu'il n'a pas encore pris ce qui lui appartient. Les cheveux du garçon tombent sur son visage, son regard se transforme en haine et en sérieux alors qu'il est forcé d'endurer un tel tourment. Il déclare que pourquoi il mourrait d'une manière aussi humiliante. Monsieur Xia revient vers le garçon assis sur le sol, le regardant avec un air de stupéfaction totale et ne comprenant pas si Chu-Moon a réussi à surmonter cette épreuve après tout. Il n'était pas surprenant d'entendre la suite de la bouche de Monsieur Xia, à savoir que le garçon était emmené sur l'île du cauchemar pour le moment, suivi de son sourire diabolique. Le garçon n'a même pas le temps de se remettre de cette épreuve atroce. Au même moment, on lui met un sac sur la tête, on lui attache les mains dans le dos, et il se demande ce que l'homme veut lui faire. Quelque temps plus tard, Chu-Moon commence à entendre le bruit des vagues déchaînées autour d'un endroit, le vent de la mer soufflant sur lui, ce qui lui fait penser qu'elles le conduisent vers la mer. Dans cette mer déchaînée, il existe de nombreuses créatures terrifiantes et dangereuses pour les gens ordinaires qui attendent leur proie au fond de la mer, en observant la faune et la flore qui les entourent. Le temps passe et le garçon est déjà sur la terre ferme, toujours les mains attachées derrière lui, mais sans sac sur la tête, ce qui lui donne l'occasion d'observer les environs. Le garçon, qui a nagé tout le long du chemin dans l'obscurité et la peur de ce qu'il doit attendre de Monsieur Xia, qui est si désireux de se venger de lui, plisse les yeux à la lumière vive qui l'entoure en se penchant. Le garçon sent la fraîcheur autour de lui et le soleil aveuglant et radieux. Il est momentanément surpris et semble perdre pied, se demandant ce qu'est cet endroit. Le garçon regarde autour de lui, devant lui, quelque part en hauteur, se trouve un monstre vert qui tend la main vers l'énorme fleur à côté de lui, semblant vouloir la manger. Le garçon observe la créature de côté, mais il est distrait par la voix d'un homme qui est déjà sur un bateau et qui s'éloigne d'ici en lui souhaitant bonne chance, ce dont il aura évidemment besoin. Le garçon, complètement libéré des cordes qui l'empêchèrent de bouger, se lève enfin et regarde autour de lui, se demandant et ne réalisant pas ce qu'est cet endroit. Quelque part sur les montagnes, à différentes altitudes, sur les rochers, il y a différentes maisons qui, apparemment, n'attendent qu'un seul invité, et celui-ci se promène dans le territoire inconnu de Chu-Moon. Dans l'un des bâtiments, il y a aussi un homme qui l'observe pendant tout le trajet. Ses yeux brillent d'une lumière effrayante. Il dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne meure pas, parce que le procès ne fait que commencer. Le garçon, après avoir escaladé l'une des collines, s'assoit près de la falaise, les pieds en l'air, regardant la mer déchaînée au-dessous de lui, semblant ne pas savoir quoi faire. Le garçon a l'air beaucoup plus frais qu'avant d'être emprisonné par Monsieur Xia, ses blessures sont presque guéries, mais il regarde la mer d'un air perplexe, car cela fait déjà 3 jours qu'il est sur l'île. Le garçon, les mains posées de chaque côté de lui, tourne la tête vers l'arrière, regardant quelque chose de désagréable et de laid, pensant qu'il était capable de comprendre la situation de nos jours. Dans l'eau se trouvent de nombreux corps étalés et essoufflés. Il se rend compte qu'il se trouve dans un camp où des cauchemars diaboliques se développent et où des gens ordinaires sont rassemblés pour servir de dépositaires de ces cauchemars. Le garçon, réalisant la gravité de la situation dans laquelle il s'est mis, appuie sa tête sur ses genoux et comme s'il essayait de se rassembler, car il a besoin de la force de son âme pour le cauchemar qui l'habite. Le garçon regarde la mer en dessous de lui avec concentration, tout en étant conscient qu'il doit passer un test pour devenir plus fort que son propre cauchemar. Le garçon réfléchit au type d'épreuve qu'il va devoir surmonter, cherchant toutes les options possibles, lorsqu'il est distrait par une voix soudaine, pas très loin de lui, qui l'oblige à regarder. Le garçon ne s'attend vraiment pas à entendre la voix de quelqu'un à proximité, alors Chu-Moon se lève de son siège et regarde vers les gens qui parlent de quelque chose. Une petite fille fixe ses yeux rouges et malheureux. Elle crie pour que des gens la lâchent, car ils la harcèlent apparemment. La fille est tenue par un homme qui lui dit de ne pas donner de coups de pied, et un autre homme se tient à côté d'elle, disant que frère Zhu est très fort pour diverses épreuves. Alors pourquoi n'irait-elle pas avec lui? Chu-Moon les observe de loin, comprenant qu'il s'agit d'une autre personne envoyée à l'essai. Le majestueux Zhu domine la jeune fille avec un gros rocher, s'adressant à elle comme à un poussin. La jeune fille a l'air ennuyée, car elle a été harcelée par des hommes inconnus qui l'ont importunée de toutes les manières possibles avec leurs paroles ignobles et leurs attouchements, le même homme disant à la jeune fille de partir avec lui. Sans peur, selon ces voyageurs, Zhu porte sa main au menton de la jeune fille, qui ne peut plus bouger à cause de la forte emprise, en disant qu'il la protégera à coup sûr. La main de l'homme ne quitte pas le joli visage de la jeune fille, il continue à passer son pouce sur sa lèvre inférieure, insistant sur le fait que cette île cauchemardesque est très effrayante. L'homme continue à passer son pouce sur la lèvre inférieure de la jeune fille, sans la quitter, en continuant à lui dire qu'elle devrait cesser de se comporter comme une vraie salope. La jeune fille, qui s'est apparemment calmée et n'a pas donné de coup de pied, se tait tandis que Zhu trouve soudain le bon moment et serre les dents sur le doigt de l'autre homme,
le mordant jusqu'à ce qu'il saigne. L'homme ne s'attendait pas du tout à une manœuvre aussi provocante et astucieuse. Il lui semble que la jeune fille lui a en fait obéi, car elle recule en se tenant à son doigt douloureux. La jeune fille, qui en a déjà assez de ce cirque, lui déclare haut et fort qu'elle préférerait mourir plutôt que de s'attirer les faveurs d'un homme comme lui. Après avoir entendu les paroles de la jeune fille, le regard de l'homme se transforme instantanément en un regard furieux, et il fronce les sourcils, complètement irrité par l'acte de la jeune fille, qui ne semble pas vouloir le supporter. Apparemment, l'homme n'est pas du genre à s'excuser pour son acte, il s'énerve encore plus et commence à frapper du poing en disant qu'elle ne veut pas vivre. La fille ne s'attend manifestement pas à ce que l'homme la frappe avec toute la force dont il dispose, mais l'autre n'a pas le temps de faire ce qu'il voulait, se prenant une pierre en pleine tête. Ce à quoi l'homme ne s'attendait pas, c'est à une attaque soudaine provenant d'une trajectoire inconnue. Il pousse un cri de douleur palpable et sent une grosse bosse se former à l'endroit où le coup a été porté. Comme on pouvait s'y attendre de la part du majestueux et intrépide de l'île du cauchemar, Zhu devient instantanément plus furieux qu'avant, criant haut et fort qui est le coupable et lui demandant de se montrer immédiatement. Alors que le majestueux Zhu commence à crier à toute l'île pour savoir qui a fait ça et pour que cela lui parvienne rapidement, au même moment, Chu Moon rassemble un autre lot de pierres pour son attaque. Le regard du garçon se transforme en un regard concentré et sérieux. Il vise et veut tout faire parfaitement, pensant que cela ne vaut pas la peine de brouiller l'encre et que dans un combat, il faut être le premier. Le garçon se souvient des paroles de la jeune fille à l'époque. Sa main, avec la pierre à l'intérieur, se prépare à un bon lancer en disant qu'il est plutôt doué pour la dignité. Après quelques instants et secondes supplémentaires pour un tir concentré, le garçon laisse voler la pierre solide à grande vitesse, fixant intensément sa propre cible en contrebas. La pierre vole à grande vitesse, heurtant diverses élévations avec un son distinctif, mais continue de voler vers la cible de Chu Moon, qui a si bien calculé la trajectoire. La jeune fille est sous le choc. Elle s'installe sur un des rochers, observant les cailloux qui commencent à voler de quelque part, frappant clairement ces imbéciles à côté d'elle. La jeune fille ouvre la bouche en signe d'admiration, se remémorant à quel point l'homme qui l'a sauvée a été cool en empêchant que l'on reconnaisse son emplacement grâce au nombre de pierres. Le majestueux Zhu Shengmo reçut les nombreuses pierres dans son corps, ses yeux s'illuminant instantanément d'une vive lumière blanche, révélant toute la rage qui l'animait en ce moment. La réaction de colère de l'homme ne se fait pas attendre. Il s'enflamme instantanément avec sa rage habituelle, levant le poing et criant quelque chose qui fera regretter à cet homme ses actions. Une lumière violette émane de l'homme. Ses subalternes sourient avec satisfaction et clament haut et fort que frère Zhu va invoquer son animal de compagnie et que ce type n'aura certainement pas la chance de s'échapper de la scène. Les hommes d'attente du tableau intéressant observent attentivement le Zhu énervé lorsqu'un bruit se fait entendre, attirant l'attention de toutes les personnes présentes sur l'île. Le majestueux Zhu, dès qu'il entend le son annonçant le rassemblement, oublie instantanément son idée de vengeance, clamant haut et fort que cet homme a de la chance jusqu'à ce qu'il l'attrape. La jeune fille, encore surprise par ce qui s'est passé il y a quelques instants, regarde ces types ennuyeux s'éloigner d'elle, pensant qu'elle est enfin sauvée d'eux. La jeune fille est vraiment curieuse. Après tout, qui pourrait oser s'opposer au majestueux et intrépide Zhu Shengmo, qui semble même dangereux en regardant dans une certaine direction. Le regard de la jeune fille s'accroche instantanément à la silhouette d'un homme qui se trouve assez haut par rapport à elle, sur un monticule, et l'observe de côté en essayant de voir son visage. Il semble que la jeune fille secourue puisse regarder de plus près et remarquer un jeune homme sérieux au même endroit qui regarde quelque chose devant lui, apparemment sur le point de partir. Apparemment, c'est depuis l'arène de l'île du cauchemar que le signal fort annonçant le rassemblement a été entendu, ce qui est assez proche du reste des personnes arrivant sur cette île. Le grand nombre de personnes qui gardèrent cet endroit s'exclamèrent bruyamment pour que toutes les personnes présentes se dépêchent si elles ne voulaient pas finir leur vie de manière aussi honteuse sans avoir commencé le supplice. Les gars qui viennent d'agresser la pauvre fille arrivent, haletant, au signal entendu, l'air mécontent de ce qui se passe, ressentant la douleur des bleus et des bosses sur leur corps. Zhu Shengmo, qui ressent toute la douleur dans son corps à cause de l'attaque de l'inconnu, souffle très fort et regarde autour de lui avec mécontentement, en disant qu'il va certainement tuer celui qui a fait ça. L'homme attire l'attention des autres personnes en parlant à voix haute de la personne inconnue. Mais Chu Moon ne choisit pas de l'écouter longtemps, se contentant de regarder au loin après avoir vu la cuisse de poulet. Comme l'a dit Chu Moon en regardant l'arène de l'île du cauchemar, la cuisse de poulet, qui se trouve en effet au milieu de l'endroit, attire l'attention non seulement du garçon, mais aussi des autres. Le regard du garçon change instantanément, semblant réaliser ce qui est sur le point d'arriver aux personnes qui commencent déjà à devenir lentement folles à cause de la faim croissante, hypnotisées. Toutes les personnes fatiguées, dès qu'elles le voient devant elles,
commencent à parler de nourriture et de leur envie de manger. L'un des autres bave déjà sur son menton en disant qu'il veut le manger. L'homme ne peut pas contrôler ses pulsions et ses désirs. Il fait donc un pas vers la cuisse de poulet accrochée à quelque chose, en disant à nouveau qu'il veut manger la cuisse de poulet. L'homme affamé, et à peine a-t-il atteint sa cible si proche, qu'il se produit soudain quelque chose d'horrible et d'effrayant pour tout le monde. L'homme est instantanément massacré. Une atmosphère sinistre et effrayante se répand tout autour. Chaque personne est horrifiée par ce qu'elle vient de voir devant elle, certaines poussant des cris de peur, se tenant la bouche et laissant échapper de petites larmes. L'un des gardes de cette arène apparaît devant les gens terrifiés, léchant son fouet et disant qu'il les a laissés partir, et que si vous désobéissez, vous le suivrez. Chaque personne est horrifiée par le tableau qui se déroule devant elle, car toutes les personnes qui la suivent sont manifestement dérangées dans leur tête, au point d'être prêtes à tuer toutes les personnes présentes si facilement. L'effrayant homme masqué sourit de contentement en pointant la bouche de son arme sur les personnes devant lui, disant que les jeux de la faim ont commencé et qu'ils ne peuvent nourrir que 50 personnes. L'homme sourit diaboliquement. C'est vraiment une sorte de voyou ou de bourreau. Il dit qu'il va massacrer tout le monde si personne ne bouge, car l'île a besoin de forts. Après un certain temps, et dans l'attente d'un certain nombre de téléspectateurs, un grand bruit de coups de feu retentit dans le ciel, annonçant le début d'un jeu sanglant et sans pitié. Les personnes qui gardent l'endroit sont bien au-dessus de l'arène elle-même, regardant les gens se jeter sur la nourriture à proximité, certains réussissant à manger des brioches, mais seulement une cuisse de poulet. Toutes les personnes qui peuvent atteindre la nourriture commencent à s'engaver rapidement, alors que soudain, on entend la voix forte de Zhu Shengmo, qui crie pour que tout le monde l'écoute maintenant. Soudain, cet homme effronté apparaît devant les yeux de tous, posant le pied sur la tête de quelqu'un et plumant une cuisse de poulet, affirmant que toute cette nourriture lui appartiendra et que personne n'osera lui résister. Les gardes, qui observent toujours le combat depuis un endroit plus calme, discutent de Shen Mo, qui semble être supérieur à beaucoup en force, et il semble que tout le monde ici ne soit pas de la racaille. On dit que l'entraînement a commencé il y a 3 jours, mais ce dernier a déjà vaincu son jeune frère. Et ce n'est que de quelque part qu'une main étrangère apparaît et arrache sans crainte une cuisse de poulet à la poigne de Shenmo. Le garçon tient fermement la cuisse de poulet dans ses mains et entend dans son dos des cris menaçants lui enjoignant de rendre la cuisse à son vrai propriétaire, faute de quoi il le tuera. Le garçon ne réagit pas à ces cris, il est peu probable qu'il obéisse à un homme tel que Shenmo, et la fille, qui a été sauvée de ces types, observe tout cela depuis longtemps. Les personnes présentes dans l'arène sont surprises par un tel acte de la part de ce garçon intrépide, s'agitant bruyamment et disant qu'il est fou d'oser voler de la nourriture à Zhu Shengmo lui-même. Tout le monde est abasourdi en regardant le tableau qui se déroule sous leurs yeux, tout en se disant que ce type en a clairement marre de la vie, et à ce moment-là, Shu Moon prend une bouchée d'une délicieuse cuisse de poulet. Tous les gens qui regardent ce qui se passe ouvrent la bouche de surprise, car non seulement il a osé voler de la nourriture à ce type intimidant, mais il en a aussi pris une bouchée exprès. Les gardes masqués regardent cette image, l'un d'eux rit d'un air amusé de ce qu'il vient de voir, disant qu'il s'agit d'un enfant intéressant. Abasourdi par de telles actions de la part de ce garçon confiant, Zhu Shengmo semble prêt à allumer une énorme flamme dans cette arène, se demandant comment l'homme a osé lui désobéir publiquement. L'homme ne va pas rester longtemps sans rien faire, en le laissant manger des plats délicieux et savoureux, et en poussant un grand cri dans toute l'arène, il dit qu'il va s'occuper de ce type. Quelques instants plus tard, des personnes surgissent de quelque part et s'abattent sur Chun Moon avec une rapidité surprenante. Quelqu'un frappe le visage du garçon directement du pied, ce qui le fait se crisper. Le coup suivant ne se fait pas attendre. Un homme qui se tient devant le garçon lui frappe la poitrine avec une grande force, mais le garçon garde toujours son pied dans la bouche. La jeune fille, qui assiste à cette scène désagréable non loin d'elle, se crispe aussitôt visiblement et, comme pour se réconforter, se dit que ce n'est pas permis, qu'elle doit l'aider. Après avoir reçu de nombreux coups sur le corps et le visage, le garçon est plié en deux, mais reste debout, sa main couvrant son estomac, son corps tremblant visiblement. Il demande à tout le monde d'arrêter d'une voix tremblante. Le garçon baisse la tête et continue de trembler, tandis que la fille l'observe de côté, se demandant s'il a un plan. Le majestueux Zhu Shengmo se tient à côté du garçon tremblant, les 2 autres garçons l'entourant, observant ce qu'il va dire quand ils diront qu'il est trop tard pour avoir des regrets. Le garçon, toujours au centre des assaillants, qui sont prêts à tout moment, sur ordre de Zhu, à l'attaquer avec toute la puissance du diable, lève le doigt et demande 1 minute. Après un certain temps d'attente, tout le monde regarde avec intérêt Shu Moon, debout au milieu, qui semble s'être ressaisi et avale une cuisse de poulet avec un bruit fort et caractéristique. Le garçon, avec beaucoup de force, a pu avaler la cuisse de poulet avec l'os, commence à se caresser l'estomac comme si rien ne s'était passé,
disant qu'il a failli vomir et que cela aurait été un tel gâchis. Abasourdie par la scène et l'acte du garçon, elle le regarde avec ses grands yeux hachurés, comme si elle ne comprenait pas s'il s'agissait d'une blague ou d'un rêve merveilleux. Le majestueux Zhu Shengmo se contente de serrer furieusement les mâchoires, ses yeux diaboliques dévorant ce garçon, comme s'il essayait de le brûler avec une flamme grandissante. Les gardiens de l'arène de l'île du cauchemar regardent cette image et rient même de ce qu'ils voient, se disant qu'il est intéressant que ce type puisse même avaler un os, ce qui étonne tout le monde autour de lui. L'un des hommes masqués qui observe la scène dit que maintenant que le gros lot a été mangé, il est temps de passer au vrai jeu. L'homme se concentre et commence à murmurer quelque chose à voix basse, en se mettant à l'écoute. L'homme, sous son apparence intimidante, enroule sa main derrière son dos et place son autre main sur sa poitrine, étendant 2 doigts vers le haut, continuant à réciter ses paroles magiques, élevant l'atmosphère autour de lui. La lumière violette scintillante qui accompagne les paroles de l'homme commence à se rassembler en une sorte de cercle étrange, cachant le corps de l'homme au regard des yeux ordinaires. Au bout d'un certain temps, toute l'arène de l'île du cauchemar est soudain aveuglée par une lumière éclatante, comme si un soleil ardent s'approchait du sol, ce qui fait plisser les yeux. Il y a une sorte d'éclair aveuglant, quelques instants plus tard, et à la place de l'homme qui monte la garde, il y a une créature féroce et poilue qui semble prête à dévorer tout le monde. Autour du cou de ceux qui semblent être un loup féroce, il y a un collier avec des aiguilles pointues. L'homme est une bête apparentée à la famille des loups, un animal de compagnie dans un monde de monstres terrifiants. Les personnes présentes dans cette arène commencent à paniquer visiblement. Certaines crient désespérément qu'il s'agit d'un loup féroce. D'autres commencent à transpirer visiblement et à trembler de tout leur corps, ne sachant que faire. Les 2 gardes masqués restants annoncent qu'ils ont volontairement affamé les animaux pour qu'ils s'attaquent facilement à tout ce qui est vivant. L'homme qui se tient à côté du loup féroce dit qu'il s'agit d'un entraînement physique, que tout le monde devra les combattre et qu'à la prochaine séance d'entraînement, il n'y aura plus qu'une 50aine de survivants. Un grand nombre de loups affamés et féroces ouvrent leurs énormes gueules, tandis que l'homme masqué continue, pour que tous profitent de la joie de la mort, seuls les plus forts rentreront dans le temple. Les humains les plus faibles et les plus effrayés mourront les uns après les autres, ne laissant derrière eux que les restes de leurs membres. Les loups féroces commencent déjà leur chasse tant attendue, s'abattant sur tout le monde. Le loup féroce qui se déplace rapidement trouve déjà sa première victime sous la forme d'un humain effrayé, qui ne bouge pas pendant que le loup ouvre sa gueule. L'action suivante de l'animal affamé ne se fait pas attendre. Le loup féroce referme instantanément sa gueule, privant de vie l'une des personnes présentes dans cette arène de l'île du cauchemar. Féroces et avides du pouvoir spirituel des humains, les loups commencent peu à peu à s'approcher de ceux qui sont blottis en tas près d'un point de l'arène, et les humains commencent à sursauter et à trembler de peur. Les personnes restées dans l'arène de l'île du cauchemar fuient les loups féroces qui les attaquent, quelqu'un n'a tout simplement pas le temps, et il est dévoré vivant par l'animal affamé, quelqu'un hurle de toutes ses forces. Les visages pitoyables et effrayés des gens amusent les 3 gardiens de l'arène, qui sourient et regardent de loin la scène sanglante, appréciant leur tourment. Le garçon, en pleine tension, semble courir dans une certaine direction, analysant par la couleur de la fourrure et la taille des crocs des loups féroces leur niveau, pensant qu'ils sont 8e. Le loup féroce poursuit le garçon, semblant vouloir exactement sa chair et sa force spirituelle, tandis que le garçon réfléchit au fait qu'un loup féroce aussi sain et fort n'a pas besoin d'être combattu directement de front. Pour survivre, il lui suffit d'attendre qu'il ne reste plus que 50 personnes dans l'arène. Il court, mais il est soudain brusquement poussé du pied en pleine poitrine, ce qui le fait sortir de ses pensées. Le garçon ne tient pas sur ses pieds après un tel coup de pied et tombe directement sur le sol, tandis qu'un loup féroce arrive en courant derrière lui, apprenant qu'il a osé devenir l'ennemi de quelqu'un et qu'il va mourir. Une telle action ne peut être attendue que d'une seule personne, et c'est Zhu Shengmo, qui se contente de regarder le garçon tomber à terre en souriant de ses 32 dents. Le garçon, incapable de se lever du sol au plus vite et de fuir le loup qui l'a rattrapé, voit la gueule d'un loup féroce s'ouvrir au-dessus de lui, prêt à le dévorer. Mais le garçon se maîtrise, tente de ne pas céder à la panique et s'esquive au dernier moment pour ne pas laisser cette créature affamée s'en prendre à lui. Alors que le garçon fait défiler dans sa tête des expressions furieuses à l'égard de Zhu Shengmo pour avoir fait cela à de vulgaires mécontents, Chu Moon retient la bouche de l'extraterrestre avec ses mains, l'écartant ainsi. Alors que le garçon retient le loup féroce avec ses mains déjà tremblantes de fatigue et de pression, il remarque que ce sont aussi les autres loups féroces qui ont commencé à courir vers lui qui agissent sournoisement. Le garçon s'attend déjà, semble-t-il, à un mauvais sort, car la force quitte peu à peu son corps, et c'est seulement de quelque part qu'apparaît un bâton de bois qu'il balance de toutes ses forces sur les monstres. Le sauveur est la même fille, que le garçon avait déjà aidée,
Mais le loup féroce ne s'attendait pas à une telle attaque par derrière et devient immédiatement confus, distrait pendant un moment. La réaction constante du loup féroce et affamé est tout à fait attendue. Il reprend instantanément ses esprits, bien que confus, en regardant l'homme qui a osé le déranger. Soudain, le loup féroce, qui se met instantanément en colère à cause de ceux qui le détournent de la consommation souhaitée du pouvoir spirituel, lance de toutes ses forces une énorme patte sur la jeune fille. Ne s'attendant pas à un tel assaut de la part de la féroce créature, la jeune fille fléchit les bras sur le côté de son visage, réalisant qu'elle commence à voler dans une direction opposée à une vitesse notable. Comme prévu, le corps de la jeune fille s'écrase contre le mur derrière elle, laissant derrière lui une trace visible. Zhou Shengmo est surpris par l'acte de Ting Yu qui vient en aide à un homme. L'homme regarde toujours la fille, choqué, en essayant de comprendre pourquoi elle a fait une telle chose, mais il réalise soudain que le type les a apparemment attaqués à l'époque. Le loup féroce ne disparaît pas après ce qu'il a fait à la fille qui le distrayait. Il grogne et fixe de ses yeux affamés le garçon en face de lui qui est maintenant seul avec lui. Le regard du garçon se transforme instantanément en un regard plein de peur, car il voit ce qu'est devenue la fille et se rend compte qu'il doit maintenant faire face seul, en s'exclamant intérieurement qu'il ne veut pas mourir. L'homme voit les hommes masqués qui gardent le territoire sûr quelque part, riant de ce qui se passe. Il dit avec haine qu'il ne veut pas mourir aux mains de ces petites gens. Le garçon se souvient de la silhouette même de Monsieur Xia qu'il déteste, qui se moque de lui de toutes les façons qui existent sur cette planète cruelle, et il veut se venger de lui. Le garçon, comme s'il essayait de se concentrer sur ses sentiments et ses émotions, sur ses désirs qui devraient le sauver maintenant, demande le pouvoir dont il a besoin, en disant que tout le monde paiera. Alors qu'il tente de réveiller son cauchemar blanc intérieur, le garçon oublie temporairement la réalité dans laquelle il se trouve. Les mâchoires du monstre terrifiant sont déjà proches du visage du garçon. Le garçon, semble-t-il, ne ressent plus rien. Il semble être dans une sorte de prostration, oubliant tout ce qui l'entoure, quand brusquement, de toute sa puissance, s'élève dans les airs un loup féroce. Le garçon est comme s'il n'était pas lui-même. Ses yeux sont couverts de lumière blanche, et son corps est exactement sous le contrôle de son cauchemar blanc qui a pris le contrôle de lui, se débarrassant de tous les loups affamés autour de lui. La force étonnante du garçon fait que l'un des loups qui l'attaque se repousse avec force dès que le doigt de l'autre pointe vers le loup féroce, incapable de résister. L'un des gardiens de l'arène de l'île du cauchemar ouvre la bouche d'étonnement, car le garçon a réussi à vaincre l'un des principaux loups féroces grâce à sa force. Le même Zhou Shengmo, majestueux, observe toute la scène devant lui, car il était l'un des premiers à vouloir tuer le garçon, mais il se demande comment il a pu acquérir une telle force. Le garçon ne prête pas attention aux nombreux regards qui l'entourent, car tout le monde, même les loups féroces et les gens, ne regardent que lui, son expression de sang-froid. Les loups féroces entourent le garçon de tous les côtés. Il semble que tous les animaux se soient rassemblés autour de lui seul, attendant les prochaines actions du gars, qui se tient debout à un endroit, exprimant de la fumée blanche. Personne n'a la force de rompre d'un mot le silence sépulcral et l'atmosphère tendue. L'un des gardes de la zone ne montre aucune émotion, demandant de compter le nombre de survivants. L'un des employés de l'île examine le nombre de survivants, car beaucoup sont à terre depuis longtemps, saignant abondamment, et comme prévu, il reste une cinquantaine de personnes. L'homme au masque noir prend ses distances avec le reste des gardes, en joignant les mains dans le dos, montrant ainsi son autorité en disant d'appeler les loups féroces, car le procès est terminé. Les survivants n'arrivent toujours pas à réaliser ce qui vient de se passer sous leurs yeux. Chu Moon était au bord de la mort, alors de là où son corps commence à s'écouler de la brume blanche. Le garçon est toujours debout à cet endroit, les gardes discutent de ce garçon avec admiration. L'un d'eux dit qu'il semble y avoir un cauchemar blanc dans son corps qui a été envoyé par Monsieur Xia lui-même. Se tenant sur le côté et regardant toujours avec encore plus de haine, Shenmo s'exclame avec colère comment il a pu avoir un cauchemar blanc dans son corps à un niveau aussi élevé alors qu'il se trouve dans le camp des cauchemars bleus. Peu de temps après, à l'annonce de la fin de l'épreuve, le garçon s'installe sur le sol, tenant son cœur endolori dans son sternum, hurlant intérieurement de douleur. Le garçon pense que sa douleur vient de son cœur, mais il se rend compte qu'il est complètement enveloppé par le monstre qui est en lui, avec sa longue langue, et qui ne lui permet pas de s'en éloigner. Le garçon sent son corps s'affaiblir à chaque seconde qui passe, car le cauchemar blanc commence à dévorer sa force spirituelle, le laissant affaibli après avoir dépensé ses forces. Le garçon commence lentement à tomber vers le sol, ses yeux se ferment visiblement sous l'effet de l'impuissance refoulée du pauvre homme, qui ne peut même pas s'empêcher de s'asseoir sur le sol pendant qu'il tombe. La brume blanche et magique qui émanait du garçon s'estompait peu à peu, tandis que ce dernier tombait au sol, incapable de faire face à son état d'épuisement. Au bout d'un moment, l'île cauchemardesque est plutôt belle et ensoleillée,
Il n'y a pas de passage à tabac sanglant et seule une belle nature entoure certains des bâtiments qui s'y trouvent. Dans l'un des anciens bâtiments de l'île, les gardiens de l'île s'inclinent devant quelqu'un, rassemblent leurs mains et baissent la tête, rapportant à Chumu tout ce qui s'est passé. Monsieur Xia, qui domine les serviteurs et se soutient le menton avec sa main, dit que Chumu est capable d'activer le pouvoir du cauchemar et demande à quel niveau il se trouve actuellement. Les hommes masqués inclinent toujours docilement la tête devant le Seigneur, ce qui indique que le garçon a abusé du pouvoir de son âme et a forcé le démon blanc à le protéger. L'homme continue de scruter les subordonnés devant lui, disant qu'une telle chose ne peut être faite qu'une seule fois, et qu'à cause de cela, le démon blanc atteindra bientôt le 3e niveau. Les gardiens de l'île s'exclamèrent avec surprise que la puissance de l'âme était des dizaines de fois supérieure à celle du 2e niveau, que Chumu ne serait pas capable de gérer une telle chose et qu'il ne vivrait apparemment pas longtemps. Monsieur Xia, écoutant toutes les conversations et les opinions de ses subordonnés sur la question, se lève de son siège et dit sérieusement qu'il semble qu'un nouvel organisme devra être trouvé très bientôt. Un grand nombre de corps mutilés sont rassemblés dans une montagne imposante. Certains d'entre eux sont encore conscients et hurlent à cause de la douleur déchirante qu'ils ont du mal à supporter. L'homme masqué sourit diaboliquement, il tient son arme à la main et la pointe vers les survivants. Il les nargue de toutes les manières possibles, leur ordonnant de prendre 50 cadavres et de les jeter à la mer. Une sorte d'atmosphère déprimante règne dans l'arène de Nightmare Island, les survivants se sentant soit désolés, soit horrifiés d'être les seuls à être restés en vie et non quelqu'un d'autre. Le gardien se contente de leur dire avec colère d'avancer, tandis que les gens se séparent immédiatement par deux ou prennent le corps à bras le corps et le transportent vers la mer. La plupart des survivants voient tous les morts épuisés avec des visages tristes, mais seul Zhu Shengmo décide de donner un coup de pied énergique au corps mutilé qui tombe directement dans la mer. Le majestueux Zhu Shengmo regarde ces hommes arriver sur l'île jeter les corps à la mer tout en s'indignant qu'ils ne se contentent pas de s'entraîner. Alors que ces hommes se débarrassent des corps d'une manière aussi insensible, la jeune fille, incapable de contenir ses émotions, se met à pleurer à cause des nombreuses personnes qui sont mortes de cette manière. Avec le garçon, elle tient le corps immobilisé de quelqu'un qui tente de la rassurer de toutes les manières possibles en lui disant que cela ne vaut pas la peine de pleurer et qu'il vaut mieux économiser ses forces, car ces gens ne les tortureront pas une nouvelle fois. 3 hommes, qui se sont éloignés du reste des survivants, ont jeté plusieurs corps essoufflés en un seul tas. Zhu Shengmo lui-même dit qu'il vaut mieux les laisser ici. Les monstres mangeront les corps. La fille et le garçon, arrivés au bord de la mer, tiennent toujours le corps de quelqu'un dans leurs mains, suggérant qu'ils le jettent d'une manière ou d'une autre, comme s'il s'agissait d'un enterrement digne de la mer. Le garçon, après avoir rassemblé ses forces et entamé son compte à rebours, grâce auquel lui et la fille ont pu jeter le corps le plus loin possible, assiste à une éclaboussure dans la mer. Un certain temps s'écoule, et quelques survivants, attirant l'attention des gardiens, signalent que tous les corps ont été enlevés, ce à quoi les hommes masqués qui veillaient acquiescent. Un gardien remarque une fille devant lui dit de se regarder. Pourquoi est-elle si triste? Il se moque que ce n'est pas un jeu de mère-fille et qu'elle est en vie grâce à d'autres. Soudain, un homme portant un masque noir et une longue barbe apparaît, disant à tout le monde de se calmer et qu'à partir de demain, ils pourront se déplacer librement sur l'île pour trouver des animaux de compagnie. L'homme continue son discours sur les animaux de compagnie, qu'après il sera possible de signer un contrat d'esprit et de les entraîner sur cette île, parce qu'il y aura un duel dans 3 mois. Il s'agit aussi des autres survivants qui, s'ils ne réussissent pas le test, seront jetés à la mer aux mains des requins, et aucun d'entre eux ne doit ignorer le cauchemar que représente le corps humain. La foule des survivants est visiblement tendue, sentant que quelque chose va bientôt être très dur et pas doux, parce qu'ils ont besoin d'augmenter leur puissance d'âme pour rester en vie et ne pas devenir de la chair à canon. L'homme poursuit en disant que ceux qui restent devraient rentrer chez eux et se réjouir d'avoir survécu, car demain il y aura un nouveau défi, et il ajoute que la partie intérieure de l'île ne vaut pas la peine d'être visitée. L'île du cauchemar est couverte d'un temps ensoleillé et agréable, illuminant toute la zone et les nombreuses maisons miteuses de sa lumière aveuglante, ce qui ne fait qu'ajouter à la bonne humeur. Le garçon, qui se trouve dans un espace vert où personne ne doit le déranger, se tient le dos et se rend compte qu'il s'est bien fait mal, et qu'il doit donc le soigner rapidement pour qu'il ne s'aggrave pas. Le garçon, qui s'accroche à un arbre voisin pour garder l'équilibre, reçoit soudain une grande quantité d'eau par quelqu'un dans le dos. De façon inattendue, la bande de Zhu Shengmo apparaît derrière le garçon en même temps que lui. Il sourit, se moquant de lui de toutes les façons possibles pour l'avoir accidentellement arrosé, se trompant complètement dans leurs actions. Zhu Shengmo se joint à la conversation et continue à dire qu'il a eu de la chance de ne pas être tué par les loups féroces à l'époque, apparemment grâce à son coup de pied,
car c'est lui qui a provoqué le cauchemar blanc. Le garçon, ignorant les expressions des hommes, se détourne d'eux, allant dans sa propre direction alors qu'il décide de quitter cet endroit, lui disant d'attendre sa mort. Le garçon, sans leur répondre un seul mot, reste debout, lugubre, jusqu'à ce que la bande de Zhu Shengmo quitte enfin les lieux, le laissant seul. Le visage du jeune Chumu change soudainement, il sent la haine s'accumuler dans son corps en un nœud serré, il se promet de s'occuper lui-même de Zhu Shengmo. Il n'y a personne dans la maison isolée qui se tient sur le terrain, à l'exception du garçon, qui se cache dans l'une des pièces, à l'abri des étrangers et des regards indiscrets, et qui émet toutes sortes de bruits de douleur désagréables. Le garçon, qui se trouve dans la même pièce vide, s'assoit sur son lit et se tortille sur son visage à cause de la douleur ressentie dans son dos. Son corps tremble légèrement. Il grogne parce qu'il n'arrive pas à s'étirer. Le garçon ne fait pas attention à ce qui l'entoure. Il est juste absorbé par ses blessures lorsqu'une fille apparaît soudain, disant avec embarras qu'elle est venue l'aider. Le garçon Chumu ne s'attend pas à ce que quelqu'un fasse irruption dans sa chambre. Il est effrayé et se détourne d'elle, car qu'est-ce qu'elle fait ici? Ce à quoi la fille répond avec embarras qu'ils vivent ensemble. Apparemment, CS2-là sont maintenant colocataires. Ils devront se voir tous les jours. Son regard devient pensif, comme si Chumun pensait à quelque chose de passionné. La jeune fille tient un pot de pommade à la main et s'approche de lui. Tandis que Chu réfléchit au fait qu'il ne reste que 3 mois et qu'il faut être sérieux, elle lui semble faible, mais soudain, elle ne dévoile pas les cartes. L'homme, qui se rend encore compte qu'il ne peut pas s'occuper seul de ses blessures au dos, laisse la fille faire tout seul. Elle commence à utiliser la pommade tout en apprenant à le connaître. La jeune fille a l'air timide et embarrassée. Elle n'est pas tout à fait sûre de ses actes. Elle essaie d'appliquer soigneusement de la pommade sur les grandes blessures du dos de l'autre homme et aborde le sujet de la plage, en le remerciant pour son aide. Le garçon reste froid à ses paroles. Il semble penser à l'avenir et aux épreuves qu'il devra endurer, lui disant qu'il vient de chasser les mouches et qu'ils sont quittes. La jeune fille, qui finit de soigner le dos de quelqu'un d'autre, presse ses genoux contre sa poitrine, lui disant que son cauchemar bleu grandit rapidement et qu'elle a peur que ses pouvoirs d'âme ne suffisent pas et qu'il consomme son âme. Le garçon, dont le corps est déjà bandé, lui dit sérieusement de travailler dur si elle ne veut pas mourir, car tous les sujets de test font des cauchemars vers le niveau tout et doivent s'entraîner. Le garçon se dit que si la puissance de l'âme n'est pas augmentée, le donneur sera dévoré vivant car son âme n'est pas suffisante pour supporter le cauchemar. Chu Moon doit donc faire des efforts. Le garçon se détourne de la fille qui est à l'extérieur, en train d'analyser le comportement de quelqu'un d'autre à voix haute, en disant que Chu Moon ne semble pas du tout inquiet. Est-il vraiment si confiant que cela? La jeune fille appuie sa main sur sa poitrine et commence à suggérer qu'ils devraient trouver leur animal de compagnie le plus rapidement possible. Car si l'on obtient un animal défectueux, il sera difficile d'entrer dans le top 10. Elle lui fait part de son projet de partir à la recherche de son animal de compagnie. Le garçon lui souhaite brièvement bonne chance et lui propose de faire équipe. Le garçon, entendant cette proposition, se tourne vers la fille et lui dit d'y aller seule, car elle ne veut pas vivre avec une personne au hasard, car elle rencontrera un bon animal de compagnie. La jeune fille, qui devient visiblement nerveuse à cause de cette conversation, dit que si les gens ne coopèrent pas, comment pourront-ils vaincre le familier spirituel et le capturer? C'est difficile pour elle seule. Le garçon déclare que s'il n'a pas d'avantage physique, il devra coopérer avec les autres, et que personne dans l'équipe ne sera en compétition pour un bon animal de compagnie. Le garçon poursuit en disant qu'il y aura des victimes dans les rivalités d'équipe, et qu'il est donc préférable de faire cavalier seul, mais la fille insiste en disant qu'il est l'une des bonnes personnes ici. La jeune fille hésite visiblement devant Chumun. Elle se serre les doigts maladroitement et se traîne d'un pied sur l'autre, s'exclamant qu'ils peuvent coopérer. Après tout, la prochaine épreuve sera plus difficile. La jeune fille, avec ses grands yeux rayonnants, se sent très mal à l'aise, car elle a beaucoup supplié le garçon de coopérer, en disant que cela ne ferait pas de mal de s'aider mutuellement. Le garçon, malgré toutes les tentatives de la jeune fille d'entrer en contact avec lui, de coopérer, refuse froidement son offre, ce à quoi elle demande pourquoi. Le visage du garçon se détache instantanément, comme s'il essayait de montrer le danger venant de lui-même, en disant qu'il n'est pas digne de confiance non plus, ce qui s'applique à elle. Le garçon, se détournant de la fille dans la direction opposée, dit que les bonnes personnes sont les plus inutiles ici, et qu'il ne peut donc pas promettre qu'il aidera la prochaine fois. Il la remercie pour le bandage et lui conseille de devenir plus forte pour ne pas avoir à compter sur l'aide des autres, tout en lui souhaitant bonne chance. La jeune fille ne peut pas dire un seul mot. C'est comme si elle absorbait toutes les informations que le garçon vient de lui dire, repassant avec admiration dans sa tête les mots sur le fait de devenir plus fort. Changement de lieu. Quelque chose se passe dans les forêts vertes et denses, où l'atmosphère est sinistre et oppressante, comme si quelque chose de terrible se passait ici, invisible aux yeux des gens ordinaires. Il semble que dans cette forêt effrayante
rempli de nombreux mystères et de créatures différentes, quelqu'un se déplace, marchant avec ses pieds sur les hautes herbes vertes, comme s'il chassait quelqu'un d'autre. Soudain, un énorme serpent orange apparaît et domine Zhu Shengmo, commençant à siffler avec sa longue langue, et ce dernier veut voir si le serpent est un animal de compagnie spirituelle convenable. Le subordonné de Shenmo dit qu'il peut leur donner à tout moment, lorsque Chu Moon apparaît soudain, qui, sans prêter attention à qui que ce soit autour de lui, passe simplement devant lui en lui attrapant l'épaule. L'homme aux cheveux bleus, qui ne s'attendait pas à rencontrer le garçon à cet endroit précis, se met immédiatement en colère parce que le garçon l'a frappé avec son épaule, disant que Moon était aveugle et ne voyait rien. L'homme dont l'orgueil venait d'être blessé rapporte que Moon s'est dirigé vers la partie intérieure de l'île, se demandant pourquoi il allait là, puisque le directeur avait dit qu'il s'agissait d'une zone de mort. À cette information, le majestueux Zhu Shengmo se contente de sourire sournoisement, semblant deviner que le garçon est complètement désespéré et qu'il cherche un endroit où mourir. Le garçon, qui se déplace seul dans la partie dévastée de l'île, ne remarque personne autour de lui ou derrière lui, et regarde autour de lui, car l'atmosphère qui règne ici a sensiblement changé pour devenir sinistre. Le garçon, qui s'arrête au milieu de la place, comme s'il était intrigué par quelque chose de ceux qu'il a vu, sent que quelque part, non loin de lui, quelque chose de terrible et de dangereux pour la vie humaine est en train de se produire. Sans surprise, le garçon ne reviendra pas sur sa décision, bien qu'elle soit extrêmement dangereuse, mais il doit absolument essayer. Il a un besoin urgent de force. Au bout d'un certain temps, il semble que, ayant rassemblé ses idées et pris une décision en toute confiance, le garçon fasse un pas, suivi par les autres, déjà clair et déterminé. À la grande surprise, l'atmosphère qui régnait à l'origine dans la partie intérieure de l'île est sinistre, mais l'intérieur est si lumineux qu'il semble irréel. À côté du lac se trouve une chenille. Autour du plan d'eau animé, de nombreuses plantes vertes et des arbres fleurissent, répandant leurs fruits dans le sol, et soudain, une libellule commence à voler au-dessus de l'eau en bourdonnant bruyamment. La libellule poursuit tranquillement son chemin, profitant de la nature qui l'entoure, se sentant totalement libre lorsqu'elle aperçoit littéralement l'ombre d'un gros poisson en dessous d'elle, se figeant de peur. Comme prévu, au même moment, un poisson blanc et or sort de l'eau, affamé, et décide de manger l'insecte qui vole au-dessus de l'eau à un moment si opportun. En effet, dès que le poisson a attrapé la libellule, le bec d'un grand oiseau apparaît soudain, qui semble lui aussi avoir attendu le moment et attraper une plus grosse prise sous la forme d'un poisson. L'oiseau vert, qui est l'attribut des ailes, est sur le point de s'envoler avec sa proie. C'est un familier spirituel de rang serviteur, de 4e niveau, qui est assez fort. Le garçon observe la scène devant lui depuis longtemps, il se cache même derrière de grands buissons. Il a de l'herbe verte sur la tête pour ne pas attirer l'attention d'un tel oiseau. Le garçon semble attendre le bon moment pour sa ruse, il a tout préparé depuis longtemps, observant l'oiseau depuis le début, et après avoir attendu, il coupe soudainement la corde raide en 2 morceaux. Une grande structure, conçue pour la taille de l'oiseau vert, tombe directement dans l'eau au même moment, attrapant dans une trajectoire claire le corps de l'oiseau vert, qui ne s'attend pas à cette ruse. L'oiseau vert de niveau four commence à donner des coups de pied, essayant de battre ses grandes ailes pour s'échapper de cette construction. Il émet des bruits forts, apparemment dus à la peur. Le garçon, qui comptait sur une telle réussite, sort de sa position de camouflage et marche d'un pas ferme vers l'oiseau vert, qui donne encore des coups de pied. Le garçon s'arrête sur la rive près du plan d'eau pour voir de plus près l'oiseau vert capturé en haut d'un arbre quelque part, pensant qu'il gagnera facilement grâce à lui. L'oiseau vert a encore l'air choqué par ce qu'on vient de lui faire et par l'ingéniosité avec laquelle il a été piégé, mais le garçon tend la main dans sa direction et un cercle d'or apparaît. Le garçon est confiant dans ses mouvements, comme si ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'expérience. Mais il accomplit ce qu'il voulait, proclamant haut et fort la capture du 4e contrat spirituel. L'oiseau vert semble commencer à réaliser qu'il vient de se mettre dans une situation inévitable pour lui, et commence à émettre de forts sons d'aide, alors qu'un cercle d'or commence à apparaître autour de lui. Devant une telle action de la part du garçon, elle commence à battre ses grandes ailes dans d'immenses courants d'air. Mais Chu Moon reste lui aussi immobile, gagnant la compétence de l'oiseau bleu sous la forme d'une rafale. Au bout d'un certain temps, l'oiseau vert se calme, sentant toujours l'anneau magique doré sur son cou, et il se dit qu'il suffit d'un peu pour que le contrat passé avec elle soit couronné de succès. Le garçon semble déjà goûter à sa victoire, serrant même sa paume en un point, en espérant le meilleur, ne s'attendant pas à ce que le barrage soit si puissant qu'il serait encore plus facile de gagner. Le garçon, concentré sur le contrat avec son nouveau compagnon spirituel, n'observe pas du tout ce qui se passe autour de lui lorsqu'une chenille surgit de quelque part et le frappe au visage. Le garçon reçoit même une sorte de marque sur le front à cause de la chenille, et il s'exclame avec colère, en la tenant dans sa main,
ce qu'il a bien pu manger de si désagréable, commençant à s'énerver un peu. La chenille semble vraiment mécontente de ces expressions de la part du garçon. Elle semble avoir tout compris et ses yeux sont devenus rouges à cause de la colère qui monte le long de son corps. La chenille, qui n'avait pas l'intention de tolérer de telles paroles dans sa direction, libère soudain sa propre toile, ce à quoi le garçon ne s'attendait pas. Au même moment, les yeux du garçon commencent à ne plus rien voir. La moitié de son visage est complètement recouverte de cette toile blanche et collante, qui bloque la visibilité et le détourne de son contrat. Le garçon, qui commence à paniquer un peu d'être si distrait, essaie d'enlever cette toile blanche de ses yeux avec sa main libre afin de pouvoir continuer son contrat immédiatement. Le garçon réalise que s'il n'infuse pas son propre pouvoir d'âme, l'anneau d'âme sera instantanément détruit, ce que Chu Moon ne veut surtout pas en ce moment, en essayant de lui tenir la main. Le garçon commence à remarquer que la bague qu'il porte à la main et la même bague au cou de l'oiseau vert commencent à se fissurer et à s'éteindre, ce qui confirme que le contrat est sur le point de prendre fin. Au bout d'un certain temps, même la branche de l'arbre qui tient l'appareil du garçon commence à se fissurer progressivement, car l'oiseau ne reste pas immobile, il agit. Le garçon commence à remarquer que l'oiseau vert de 4e rang continue à se déchaîner, à battre des ailes et à se libérer, gâchant ainsi le plan de Munya. Après quelques instants, le garçon se soulève soudainement du sol, restant en l'air pendant quelques secondes et criant de surprise, car il ne pensait pas que son plan serait ruiné si rapidement. Le garçon regarde sa main avec stupeur, car l'anneau d'or vient déjà de se briser dans les airs, dissolvant complètement le contrat avec le familier spirituel avant même qu'il ne soit achevé. L'oiseau vert, qui a attendu le moment tant attendu de sa propre liberté, se libère des cordes serrées, se débarrassant également de l'anneau d'or autour de son cou qu'il avait tant essayé d'obtenir. Le garçon, posé au sol, se couvre le visage du fort courant d'air, créé par le grand battement d'ailes de l'oiseau vert, qui, après s'être libéré, s'envole dans les hauteurs. Le garçon, complètement essoufflé depuis quelques minutes, sent la sueur couler un peu sur son visage. Il se dit que cela ne vaut que pour l'oiseau de se libérer. Il n'y a pas de contrat à passer avec lui. Le garçon, plongé dans ses pensées ennuyeuses de ne pas avoir réussi son contrat spirituel cette fois-ci, voit la chenille descendre en piqué pour donner un coup de Chu Moon, ce qui le met encore plus en colère. Il ne lui faut pas beaucoup d'efforts pour attraper un insecte, même petit, sous la forme d'une chenille, mais il se demande comment celle-ci va le dédommager d'une telle perte sous la forme d'un oiseau. Le garçon, ne recevant naturellement aucune réponse de l'insecte, le soulève un peu pour qu'il soit au niveau de son visage et demande à la chenille ce qu'elle fait et pourquoi. La chenille, se rendant compte qu'elle ne peut se défaire de l'emprise du garçon, émet un doux couinement dont elle est la seule capable. Ce à quoi il répond qu'elle n'a même pas pensé à faire semblant d'être gentille avec lui. À ces mots, la chenille ne retient pas ses larmes, arrêtant de donner des coups de pied dans les mains des autres pour essayer de se libérer, ce à quoi le garçon répond à contre-cœur qu'elle pleure. Le garçon, absorbé dans une conversation avec cet insecte vengeur, entend derrière lui un piétinement fort et rapide, et comme si le sol se mettait à trembler sous ce poids. Le garçon n'a pas le temps de réaliser le moment qu'un énorme monstre commence à s'approcher de lui, changeant d'expression pour devenir perplexe et sérieux. Une partie du corps de cette créature semble assez brillante, colorée en bleu et rose. Apparemment, il s'agit de la longue queue de quelqu'un qui a un grand pouvoir en elle. Le garçon ne comprend toujours pas qui a perturbé à ce point son affrontement avec la chenille, qui peut créer une telle poussière après ses mouvements sans chercher à les créer. Le garçon se retourne pour regarder le fauteur de troubles de l'endroit, et son regard se transforme en surprise face à ceux qu'il voit devant lui. Le garçon parvient à se lever, abasourdi par la taille du monstre géant nommé Mandy, qui s'est arrêté devant lui, levant la tête et la queue bien haut. Apparemment, cette créature géante n'a pas l'intention de rester ici en toute quiétude. Elle commence à s'agiter au bout d'un moment, son énorme queue démolissant tout ce qui l'entoure. Ce monstre géant s'arrête en poussant de grands rugissements, et le garçon s'enfuit en courant le plus loin possible, car cet animal est de niveau 9, ce qui est très dangereux. Le garçon reste prudent dans ses actions. Il réfléchit aux raisons qui poussent Mandy à agir ainsi, car cette créature, bien que géante, a le caractère le plus bon enfant par rapport aux autres. Le garçon, qui s'est éloigné suffisamment pour observer ce que fait Mandy maintenant, ne comprend pas pourquoi la créature a déraillé. Toutes les questions sur le comportement de l'étranger semblent se dissiper instantanément lorsque le garçon commence à remarquer quelque chose d'orange sur le bout de la queue de Mandy, ce qui le tient en haleine. Le garçon plisse les yeux et remarque qu'il semble s'agir d'un renard de feu, si peureux et si petit, qui s'accroche avec ses pattes avant au bout de la queue enragée de Mandy, en gardant le rythme. Mandy, l'animal à l'esprit bon enfant, hurle son mécontentement en tordant sa queue de toutes les façons possibles, et le garçon ne comprend pas comment ce petit renard parvient à combattre Mandy avec tant de courage. Il semble que le garçon n'ait le temps de réaliser qu'au dernier moment ce que Mandy est sur le point de faire,
et il s'esquive sur le côté dès que la queue de quelqu'un d'autre s'abaisse, provoquant la frappe du renard. L'animal domestique cogne assez bien son petit corps contre l'arbre derrière lui, mais les yeux bleus du renard montrent qu'il a le tempérament d'un renard aux yeux bleus, ce qui surprend Munya. Le garçon devine qui est vraiment le petit renard et semble se rendre compte qu'il s'agit d'un métis. Mais après tout, c'est une créature spirituelle rare. Et oui, il est face au monstre de Mandy, ce qui est génial. Le garçon observe de loin cette escarmouche entre les deux animaux spirituels. Il réfléchit à la manière d'aider le renard domestique, car il n'est manifestement pas facile pour lui de se battre. Soudain, le regard du garçon tombe sur une chenille collée à ses vêtements. Il la prend immédiatement dans ses mains, et l'insecte regarde Chumun d'un air interrogateur, car qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Le garçon, sans faire attendre l'insecte, le tend vers l'altercation, où le monstre géant de Mandy commence à s'approcher lentement du renardeau, semblant l'accrocher à un arbre. Le garçon, qui tient fermement cet insecte qui vient de le gêner lors d'un contrat, lui dit sévèrement de lui cracher dans l'œil, sinon il le jettera dans ses mâchoires. La chenille est visiblement ébranlée par la peur qui s'installe, car le garçon, très sérieusement, va pouvoir jeter cet insecte dans la gueule du géant Mandy sans laisser échapper une larme. Quelques instants passent, et ils n'ont plus le temps, chaque minute compte, car Mandy va assez vite se débarrasser du renard sans défense. La chenille prend son courage à deux mains, en levant les yeux au ciel. N'ayant pas le temps d'attendre le prochain mouvement de la chenille, elle fait ce que le garçon lui a dit de faire. Elle lance sa propre toile en plein dans le visage de Mandy. La créature géante nommée Mandy ne s'attend pas à une telle attaque de la part de ceux qui la regardent. Elle commence à grogner malencontreusement et se frotte les yeux avec ses pattes qui ne peuvent rien voir à cause de la toile. Le garçon, qui ne tarde pas à prendre l'animal en main pendant que Mandy tente de voir quoi que ce soit, pense qu'il a besoin d'un contrat avec lui. Le garçon, qui réfléchit encore à son plan astucieux pour contracter l'animal spirituel, accélère le pas pour s'éloigner de l'endroit, imaginant la chance qu'il a eue. Le garçon accélère tranquillement le pas pour se mettre à l'abri de toutes sortes de créatures en colère, sans s'attendre à ce que le renard commence à lui griffer le bras. Le garçon semble en avoir assez aujourd'hui, car il n'a pas réussi à conclure un contrat avec l'oiseau vert la première fois. Il s'en prend donc au renard en disant que s'il lui désobéit, il le donnera à Mandy. L'animal de compagnie ne semble pas troublé ou dérangé par quoi que ce soit. Il continue son comportement, agitant ses griffes acérées et grognant comme s'il voulait être libéré. Le garçon semble distrait de son affrontement avec le renard joueur et plutôt agressif. Il regarde quelque part sur le côté, remarque la magnifique queue multicolore, s'étonne et reste bouche bée devant l'œuvre d'art. Le garçon se tourne également vers la direction que le renard cherche à atteindre avec ses pattes, et il s'avère qu'il s'agit de la fleur de Fengluan sur la queue d'une créature géante nommée Mandy. Le garçon ne semble pas surpris par cette réaction du renard enjoué, car il est toujours petit et actif, mais Moon dit qu'il est stupide, car il n'a pas besoin de cette fleur. Alors que le garçon est distrait pendant quelques instants, le renard disparaît immédiatement de ses mains, jaillissant à toute vitesse, ce qui pousse Chumun à ouvrir les yeux, stupéfait, et à s'émerveiller d'une telle chose. Le garçon se retourne pour voir dans quelle direction le renard a couru à une telle vitesse, criant dans son sillage qu'il est un renard stupide parce qu'il parle mais que le renard n'écoute pas. Le renard court vers le monstre géant de Mandy. Il est confiant et suffisamment rapide pour que le garçon fasse de son mieux pour rattraper cette petite créature. Alors que le garçon dit que ce renard mutant est sa seule option pour progresser parmi les autres créatures, le renard bondit vers Mandy, qui se repose sous un soleil radieux. Le renard galope toujours de toute sa vitesse, le regard toujours aussi confiant et rusé, les pattes uniquement dirigées vers l'avant, semblant déjà atteindre le but recherché. Le monstre géant nommé Mandy est toujours allongé sur le sol, continuant à se débarrasser de la toile d'araignée collante sur son visage, qui ne veut pas se détacher de son visage, l'irritant davantage. Le garçon se fige dans une sorte d'horreur lisible dans ses yeux, comme s'il remarquait les dernières secondes de vie précieuse de quelqu'un, semblant réaliser que le renard a fait une erreur et qu'il est pressé. Occupé à se débarrasser des toiles d'araignée sur son museau, le géant Mandy est distrait et s'accroche momentanément, avec ses grands yeux sombres, à quelqu'un qui se trouve en face de lui. Les yeux de la géante Mandy reflètent ce même renardeau vif et arrogant qui utilise ses pouvoirs magiques et spirituels, tendant une patte aux griffes acérées vers l'avant, en visant. Le garçon n'arrive pas à rattraper l'animal spirituel, qui a déjà sauté si haut qu'il utilise sa propre force, lorsque le monstre de Mandy, comme le garçon le pense, reprend des forces. Le garçon court de toute la vitesse qu'il possède et qu'il peut, tendant même le bras en avant comme s'il pouvait atteindre le renard et l'aider, en colère contre lui pour sa stupide indiscrétion. Seul l'animal de compagnie semble commencer à percevoir le danger que représente la créature, s'arrêtant dans ses mouvements en regardant la bouche de Mandy s'ouvrir. Le renardeau se fige sur place et, après quelques instants, une magie puissante et terrifiante jaillit de l'énorme gueule du monstre géant Mandy,
brûlant tout sur son passage, le réduisant en cendres. Le monstre géant de Mandy pose ses pattes sur le sol, suggérant probablement que le renard vif a quitté ce monde depuis longtemps, brûlant à l'endroit même où la piste s'est arrêtée. Le garçon court jusqu'à l'endroit où le pouvoir magique du monstre géant de Mandy vient d'être infligé, réalisant qu'il n'a pas eu le temps de sauver son animal de compagnie, perdant tout espoir. Le garçon, qui comprend déjà que tout est fini et qu'il va devoir se trouver un nouveau compagnon spirituel, entend un bruit de renard venant de quelque part, ce qui attire l'attention de Chu-Moon. Il s'avère que le renard n'est pas si stupide et naïf, car le garçon pensait avoir dit adieu à sa vie avec son acte précipité, mais heureusement il est vivant et saute à nouveau sur Mandy. Le garçon retrouve l'espoir de son propre salut et de celui du renard. Il regarde joyeusement son ami roux et suppose qu'il s'est servi du rocher comme d'un tremplin. Le garçon regarde le renard rebondir sur les marches qui lui permettent de rester en vie et d'esquiver les attaques du monstre géant de Mandy sans autre forme de procès. Il regarde le renard s'approcher habilement de la fleur que la rousse aime et le garçon court aussi vite qu'il le peut pour utiliser la toile pendant que le renard prend la fleur. Le garçon accélère le pas, se dirigeant résolument vers le renard qui joue avec enthousiasme avec la fleur qu'il aime, mais le monstre géant de Mandy remarque les mouvements du garçon. L'animal de compagnie continue de jouer avec la fleur sans prêter attention à ceux qui l'entourent et le garçon se rend compte que Mandy se met en colère. Le garçon, essayant de réfléchir rapidement à ce qu'il doit faire maintenant, à l'action à entreprendre, car le temps passe très vite, crie au renard d'esquiver, mais celui-ci ne semble pas l'entendre. Au même moment, alors que le renard continue d'admirer la belle fleur devant lui, le monstre géant nommé Mandy commence déjà à s'énerver visiblement, il semble à deux doigts d'exploser. Et le garçon, qui essaie de ne pas perdre de temps, car chaque seconde compte maintenant, et doit agir aussi vite que possible, sinon Chu-Moon se retrouvera sans familier spirituel, se lève immédiatement. Le garçon semble rester très longtemps en l'air, les mains tendues vers le renard assis au même endroit, qui ne regarde rien d'autre que la fleur, agissant aussi vite que possible. Quelques secondes de plus, et le garçon atteint le renardeau, le saisit dans sa forte poigne et se tourne dans la direction opposée au monstre géant de Mandy aussi vite que possible. Le regard du monstre géant nommé Mandy se transforme visiblement en un regard diabolique, plein de colère et de désir de vengeance envers tous ceux qui l'ont tourmenté ces derniers temps, affichant un large sourire. Le garçon accélère le plus possible, essayant de s'éloigner du monstre géant le plus vite possible, car il ne lui reste que quelques secondes pour mettre bêtement fin à ses jours. Quelques secondes plus tard, l'événement supposé auquel le garçon pensait il y a quelques instants à peine se produit. Un éclair se propage autour de Mandy sur une grande distance. De la vaste forêt endormie et intimidante, un éclair lumineux se produit, illuminant le terrain verdoyant de sa clarté aveuglante, semblant attirer l'attention de n'importe quelle personne ou créature. Une fois que la créature nommée Mandy a épuisé son pouvoir magique et s'est calmée, elle commence à regarder rapidement dans toutes les directions, essayant de voir si elle s'est débarrassée des deux. La créature respire rapidement à cause de sa rage récente, car même à l'époque, Mandy ne s'attendait pas à une attaque de la part de l'animal spirituel du renard et de l'humain qui se trouve être en compagnie de ce dernier. Mandy semble se rendre compte, après avoir regardé autour d'elle, qu'il n'y a personne et qu'il est peu probable que quelqu'un ose déranger un animal aussi dangereux. D'effrayant et menaçant, dangereux pour la vie des humains et des autres animaux spirituels, Mandy se transforme en créature gentille, qui suit le chemin qu'elle doit emprunter en chantant les chansons. À l'endroit même où s'est récemment déroulée la querelle entre le renardeau et la créature nommée Mandy, il reste une fleur fanée que le renardeau a poursuivie au point d'y laisser sa vie. Observant toute cette scène depuis les coulisses, l'animal de compagnie du renard se met à hurler sous l'effet de la peur grandissante qu'il commence à ressentir, tremblant visiblement dans son petit corps. Le garçon et le renardeau s'extirpent d'une sorte d'abri que ce dernier a découvert au tout dernier moment pour se cacher, affirmant qu'ils se seraient transformés en cendres sans leur réaction rapide. Le renard, à sa grande surprise, semblait moins affectueux et moins collant, mais à en juger par le fait que cet animal était très effrayé par ce qu'il voyait, il s'est instantanément accroché au corps robuste, reprenant ses esprits. Dès que le garçon retire un pétale de la fleur cachée dans sa main, dont le renard est fou, il change immédiatement de visage. Le garçon est satisfait de son travail, car il a réussi à attraper non seulement le renard enthousiaste, mais aussi un pétale de sa fleur préférée, se rapprochant ainsi de son ami roux et attirant l'attention. Le renard semble remercier le garçon pour son généreux cadeau de friandises à son ami aux cheveux roux d'un simple regard, en griffant le pétale avec ses griffes. Le familier roux, après avoir remercié le garçon pour son cadeau, commença immédiatement à dévorer ce pétale, à l'improviste pour Chu-Moon, enfonçant ses crocs acérés dans son doigt, ce qui le fit hurler. En effet, ce pétale est assez petit et difficile à manger, aussi le renard l'avale-t-il à toute vitesse, en finissant par l'avaler bruyamment et en attendant une réaction de suivi. Au bout d'un certain temps, rien ne vient rompre le silence sépulcral.
Le garçon observe attentivement ce qui est sur le point d'arriver au renardeau quand, soudain, un éclat lumineux apparaît. Cette lumière brillante commence à se déplacer sur le corps du petit animal, en commençant par le bout de sa queue et en s'enroulant autour d'elle en une spirale dorée, attirant l'attention. Le garçon regarde avec admiration l'image qui apparaît sous ses yeux, ce qui ne fait que confirmer qu'il n'a pas essayé en vain aujourd'hui de sauver le renardeau. Le garçon pose ses genoux sur le sol, surpris de voir que le renardeau est teint d'une couleur complètement différente de sa propre fourrure, réalisant qu'il s'agit d'une double mutation. Le familier commence à s'élever tout droit dans les airs, et une sorte de boule bleutée se forme autour de son corps, avec de l'eau cristalline autour d'elle, changeant la couleur de son visage en bleu. Le renard bleuté pose ses pattes sur le sol, de l'eau continue de se former autour de lui, et le garçon pense que le renard du clair de lune est devenu un animal de compagnie de haut rang ici. Au bout d'un moment, dès que le renard de feu s'est transformé en renard de lune, le garçon tire sa main, autour de laquelle brille un anneau doré et lumineux, attirant l'attention du renard. Le garçon s'agenouille pour être au même niveau que son compagnon spirituel, lui disant de signer un contrat ensemble pour devenir plus fort. En effet, ce garçon inspire clairement la confiance au renard du clair de lune, car il a littéralement risqué sa vie pour sauver cet animal spirituel par pure gentillesse. Le renard du clair de lune, sans même perdre de temps à réfléchir, lève sa petite patte, observant avec fascination la couleur de l'anneau sur la main du garçon qui passe au bleu. Après un bref contact entre la patte du familier et les doigts du garçon, une sorte de réaction commence à se former autour de leur corps, projetant une lumière bleue autour de leurs paumes qui se touchent. En effet, le garçon dépensa une bonne quantité d'énergie à la recherche d'un familier spirituel et, à sa grande chance, il parvint à créer un quatrième contrat spirituel qu'il nomma Mo-Ye. Au bout d'un moment, alors que le garçon commence à s'approcher d'une zone remplie de gens différents, Chu Moon entend un rire fort et moqueur de la part d'un homme aux cheveux bleus qui pointe son doigt. Le garçon marche dans sa propre direction, ne touche personne et fronce les sourcils en voyant tous les gens rassemblés autour de lui qui rient bruyamment et disent qu'il est devenu une noble dame. Le garçon se tourne dans la direction où il veut aller, ne répondant toujours pas à ces gens qui parlent d'attraper un animal de compagnie de filles qui fera rire les gens à gorge déployée. Derrière le reste des personnes entourant le garçon, se tient le majestueux Zhu Shengmo, qui affiche un regard confiant, souriant sournoisement, à l'idée qu'il semble avoir bien attrapé l'animal. Le garçon jette un regard froid sur cette personne qui l'intéresse plus que les autres, car Zhu Shengmo est son ennemi juré qu'il faut vaincre. Une jeune fille familière surgit de quelque part et se dirige à grandes enjambées vers le garçon.